Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver pour un cours organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Et on commence une semaine spéciale Pessah. Eliezer, tu vas nous parler peut-être un peu moins d'histoire juive, mais quand même, tu vas nous parler de la tentation de Dayenu. Bechavod, Eliezer. On va parler beaucoup d'histoire juive, beaucoup plus que le titre ne le trahit. Chers amis, shalom, shalom, shalom. Je voudrais... je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je vais le trouver un peu... Bien fait, j'ai trouvé. Vous connaissez tous, j'imagine, peut-être l'un des cantiques les plus célèbres de la Haggadah de Pessah. Eh bien, c'est le fameux Dayenu. Et ça nous donne un autre chiffre qu'on peut associer avec le Leil HaSeder. Comme ça, c'est mieux? Pas, bon, ouais, peu importe. OK, Seder. Avec le Leil HaSeder, qui est le chiffre 15. Et le chiffre 15, on connaît tous le chiffre 4, Arba Leshonot HaGeula, les 4 verbes de la délivrance, Votzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakachti, et ensuite le 5e, Veveti, qu'on boit à moitié, qu'on ne boit pas, enfin, le verre de la coupe de Eliyahu Hanavi. Mais il y a aussi les 15, le numéro 15, les 15 Simanei HaSeder, Ken Kadesh Urchatz, Karpas Yachatz, etc., etc. Et il y a aussi les 15 Dayenu. Lorsque vous comptez les Dayenu, vous en trouvez 15. Et ces 15 Dayenu du Leil HaSeder et ces 15 Simanim, ils nous renvoient aux 15 marches du temple qui relient la zone profane à la zone qui est Kodesh et sur laquelle se tiennent les Lévi'im des deux côtés et qui chantent les 15 Shira Ma'alot. Il y a 15 Shira Ma'alot dans les Teilim, je crois, de 120 au 135, quelque chose comme ça, dans la dernière partie des Teilim, Shira Ma'alot. Et tout cela nous indique une chose, que la Géoula, elle a plusieurs étapes. Elle a certes les étapes qu'on connaît et pour lesquelles on boit les 4 coupes de vin. Votzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakachti. Et la 5e qui est à venir. Et puis, il y a les 15 étapes de Dayenu. Les 15 étapes de Dayenu, Ken, comment on les dit? Oui. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. S'il nous avait, si Akadosh Baruch Hu nous avait sorti d'Égypte, mais sans avoir fait abattre les plaies ou sur les Égyptiens, dayenu, etc., jusqu'à אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה, דיינו, או את בית המקדש, דיינו, כן? S'il nous avait fait entrer en Eretz Israël, mais nous n'avait pas construit le temple, dayenu. Et entre ces deux dayenu, le premier et le 15e, eh bien, vous avez toutes les étapes qui nous indiquent les différentes étapes de la délivrance et qui nous disent qu'en fait, c'est un processus graduel, c'est un processus progressif. Et c'est aussi dans ces termes que s'exprime 3000 ans plus tard le Gaon de Vilna dans Kol Hator, en disant que la Géoula, elle va se faire Kim'a, Kim'a. Et
que Jérusalem va être construite pierre par pierre. Il avait donné des instructions, entre parenthèses, très intéressantes à ses élèves, même au niveau architectural. Ne pas construire des maisons de 2 étages, mais les construire en largeur et pas en hauteur, pour que la mitzvah de Yishuv Haaretz soit mieux accomplie, que les Juifs occupent plus de place sur Eretz Israël. Et la première pierre, la première de ces pierres, on l'appelle Even HaBochan, comme le dit le prophète Yeshayahu. Even HaBochan Yesod Musad Lo Tachishu. Pourquoi c'est Even HaBochan? On le traduit généralement pierre de touche. Mais la plupart des gens ne savent pas quelle est l'origine de cette expression. Mais c'est pierre de touche. Mais c'est Even Bochan, la pierre de l'épreuve, la pierre de l'examen. Eh bien, le Gaon de Vilna nous l'explique. C'est une pierre qui est posée, une pierre concrète posée pour la construction de Jérusalem, qui valide, qui vérifie, qui témoigne de notre volonté de construire Jérusalem. Une volonté pas platonique, pas abstraite, mais une volonté concrète qui se construise, qui se concrétise par la pierre qu'on pose et qui révèle la profondeur de notre volonté, de notre attachement à Jérusalem qui se reconstruit à la Géoula. Pierre de touche, Even HaBochan. Okay? Maintenant, bon, cela dit, il y a quand même des questions qu'on peut se poser. Mais attends, mais c'est des étapes qu'on doit franchir. C'est 15 étapes de la délivrance, on doit les franchir. On ne va pas s'arrêter, on ne va pas s'arrêter à, je ne sais pas, Ilu harag et prorehem velon natan lanu et mamonam dayenu. Si Akadosh Baruch Hu avait juste été contenté de tuer leur premier-né, mais sans pour autant nous donner leur fortune, dayenu, là, on ne doit pas sortir les mains vides. Il faut que la promesse faite à Abraham soit accomplie. Veyitzu birchush gadol. On doit sortir avec beaucoup d'avoir. Comment est-ce qu'on peut se permettre de dire Dayenu? Miefo Dayenu. Et là, il y a des commentateurs qui disent non, c'est pas ça. C'est que dans chaque étape est inclus en état embryonnaire l'étape suivante et toutes les autres étapes. C'est-à-dire, dans le din qui est fait au premier-né égyptien, eh bien, ça inclut déjà la fortune qu'on va recevoir et ça inclut déjà la traversée de la mer et tout ce qui suit. C'est comme ça que dit le Rav Tzvi Yehoud, et il y a beaucoup d'autres explications. Mais il y a une autre explication que j'ai déjà citée plusieurs fois, je me rappelle, je l'aime beaucoup. Dans notre rencontre précédente, une explication qui a été donnée par l'écrivain israélien, un des fondateurs du mouvement pour l'Eretz Israël une et indivisible, Eretz Israël Hashlema, avec Nathan Alterman et avec beaucoup d'autres, on en a parlé aussi, et qui a participé en 1968 au Seder du Malone Park. Il ne faut pas confondre avec le Malone Park de Netanya, Chas v'Shalom. On vient de célébrer les 20 ans de l'opération Chomat Magen. Ça a commencé là-bas avec
l'attentat au Malone Park de Netanya, Park Hotel de Netanya, eh bien, il y a le Malone Park de Hebron de 1968 où se sont rassemblés beaucoup de personnes très, très intéressantes qui étaient véritablement la première pierre de notre présence renouvelée dans la ville des patriarches à Hebron. Et là-bas était présent l'écrivain Palmachnik, l'incarnation du Tsabar véritable, du nouvel Israël, du nouveau juif, et qui, durant le Leil Seder à Hebron, a donné un autre commentaire à Dayenu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la chose suivante. Il a dit, il y a quelqu'un qui se rappelle, dites-moi, avant que je le redise, dites-moi s'il y a quelqu'un qui se rappelle. Parce que je l'ai mentionné plusieurs fois, j'aime beaucoup. Non? Ouf. De quel écrivain tu parles, Eliezer? De Moshe Sharon. Moshe Sharon, qui, ou à l'Arbesadot, etc., l'un des grands écrivains de l'époque de la Komemiout, de la Renaissance des Juifs en Israël, années 40, 50, 60, eh bien, il a dit la chose suivante. Il n'avait pas un kippa sur la tête. Il a dit que Dayenu, ça exprime la faiblesse ou la fatigue du peuple qui, à chaque nouvelle étape, il dit bon, ça suffit. Ça suffit, on est déjà arrivé à destination, on peut s'arrêter là. On n'a pas besoin de continuer. Dayenu, Dayenu, lo tzarich od. On est sorti d'Égypte, Dayenu. On a fini avec les pogroms, on a fini avec la Yefsekt, les Russes. Bon, ça va, on peut se reposer, on peut s'établir aux États-Unis ou ailleurs. Ok, on peut pas. Bon, on est arrivé en Israël. Dayenu, pas besoin, c'est bien, on a un état refuge. Baruch Hashem, lo tzarich yoter misé. Pas besoin des frontières bibliques, pas besoin à kol besed. On est forcé d'aller plus loin. Dayenu, à chaque étape qu'on franchit, on peut se reposer maintenant. Et sur ce, le Rav Chaim Druckmann est venu l'embrasser pour ce commentaire qu'il a donné. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que ces deux commentaires sur Dayenu, le commentaire traditionnel qui dit que ce n'est pas un Dayenu de fatigue, mais c'est un Dayenu de cette étape, elle nous prépare et elle inclut toutes les étapes qui vont suivre. Cette pierre, elle est révélatrice de notre désir de construire le bâtiment entier. Ça, c'est un premier commentaire. Le commentaire traditionnel, généralement admis. Et puis, il y a l'autre commentaire qu'on pourrait appeler plus réaliste, plus actuel, plus journalistique, qui est celui de Moshe Sharon, et qui dit que non, ça exprime une fatigue, ça exprime ce qu'à chaque niveau, à chaque marche qu'on franchit, que le peuple dit Dayenu, ça suffit, ça suffit. Eh bien, ce que je veux dire, c'est qu'on peut lire l'histoire juive et l'histoire sioniste en particulier comme au travers des lunettes de ces deux commentaires. On peut la voir au travers de la perspective de la tension entre ces deux commentaires. D'un côté, on veut aller on veut franchir toutes les marches, on veut continuer de l'avant.
Et d'un autre côté, il y a ceux qui disent, bon, à chaque marche franchie, on peut s'arrêter. Et lire ainsi l'histoire sioniste, je crois, dites-moi ce que vous en pensez, après que je vais essayer de l'illustrer avec une dizaine d'exemples. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça schématise. Ça donne deux axes pour considérer une histoire qui est pleine de faits, de dates, de chiffres, etc., etc. Mais plus que schématiser, ça a l'avantage aussi d'expliquer. Et d'expliquer aussi ce qui se passe, mamash, ces jours-là, et expliquer des comportements qui, a priori, pourraient être perçus comme complètement lunatiques, complètement insensés, absurdes. Mais lorsqu'on les considère au travers des lunettes de du Dayenu, eh bien, les choses prennent leur sens. Effectivement, maintenant, je voudrais passer aux exemples. Ça va, vous voulez dire quelque chose, poser des questions, m'interrompre, ou bien on continue avec les exemples? OK, alors on continue. Première Aliyah, 1882-1903. Yofi. Près d'une trentaine de Yishuvim et de Moshavot qui sont fondés, 25 000 Juifs qui viennent, qui s'installent en Eretz Israël, qui commencent à cultiver la terre, à fonder des Yishuvim, des écoles, etc., etc., etc. 20 ans après, arrivent les pionniers de la seconde Aliyah en 1904. Ils trouvent des Juifs de la première Aliyah embourgeoisés à Petah Tikva. Au lieu de travailler la terre, ils font des travaux d'administration. Ils sont payés par le baron. Ceux qui travaillent la terre, c'est plus de 1500 ouvriers arabes. Ils la travaillent mieux. Quand les nouveaux Olim de la seconde vague essayent de se faire embaucher, on les envoie à paître, au propre comme au figuré. Naturellement, ils coûtent plus cher, ils travaillent moins bien, ils connaissent moins la terre, ils n'ont pas l'habitude. Les fellahim arabes, eux, chacun ont leur petit jardin, ils ont leur maison, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de moins d'argent pour vivre, alors que les Juifs de la seconde Aliyah, ils n'ont rien. Donc, ils ont besoin de salaires qui leur assurent pas seulement un minimum je ne sais pas moi, d'aliments, mais aussi payer leur logement, l'électricité, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que, dépités complètement par ce qu'ils voient, ils vont ailleurs. Qu'est-ce que c'est? Par quoi ils sont dépités? Par le dayenu des pionniers de la première Aliyah. La première Aliyah qui a été emportée par l'élan de conquérir la terre, travailler la terre, etc., etc., 20 ans après, il n'en reste pratiquement plus rien. Ils sont là à à être les administrateurs, les fonctionnaires, les comptables, ceux qui, les gens de bureau, alors que sur la terre, c'est les Arabes. Et c'est pour ça que les gens de la seconde Aliyah, après quelques mois passés à Jaffa, Rishon LeZion, Petah Tikva, etc., où est-ce qu'ils vont? Ils vont à Galilée. Et c'est là-bas qu'ils fondent tous les commencements de ce qui va être
assimilés aux grands acquis de la seconde Aliyah, Dgania, les premiers kibbutzim, Kinneret, Kvutzat Kinneret, les premiers Moshavim, etc., etc. Et c'est là-bas qu'ils vont conquérir la défense, qu'ils vont conquérir le travail de la terre. C'est là-bas qu'ils vont, livrer à Haïfa le combat pour que l'hébreu s'impose comme langue parlée, etc., etc. Un véritable travail de pionnier. Yofi. Tov meod. Donc on voit encore une tension entre les deux appréhensions du Dayenu. Dayenu, ça suffit, ou Dayenu, on va de l'avant. Fin de la seconde Aliyah, début de la Première Guerre mondiale, tout d'un coup, les gens de la seconde Aliyah, les plus grands acquis de la seconde Aliyah, les gens du Hachomer, entre autres, contre qui est-ce qu'ils se retournent? Sur qui ils s'abattent? Pas sur les Turcs qui veulent nous anéantir, pas sur les Arabes, mais sur nos propres Juifs, sur les membres du groupe Mili, Netzach Israël Lo Yishaker, le premier réseau d'espionnage juif en Eretz Israël contre l'empire au pouvoir, à savoir les Turcs, les Ottomans, qui voient très bien le danger et qui voient les opportunités. On doit être du côté, on doit s'opposer, quoi qu'il en soit, aux Ottomans. Ils vont nous faire maintenant un bain de sang comme ils ont fait aux Arméniens. Ils prennent le risque et ils soutiennent, ils passent des informations aux Britanniques pour passer à la prochaine étape de la délivrance. Et pour cela, ils enfreignent des lois véritablement des lois de l'Empire et aussi des lois de l'existence juive. Dans la galoute, Dina de Malchut Adina, pas aucune Dina de Malchut Adina. On se révolte contre les Turcs et ils donnent leur vie à ça, la famille Aronson, etc., etc. Qui c'est qui les attaque? C'est les gens de la seconde Aliyah. Et ils disent non, 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 non. Atkan, dayenu, dayenu. C'est dangereux. On veut te faire passer à l'étape ultérieure. Non, dayenu. Il y a encore cette tension. Baruch Hashem, dans les années 70, la Knesset va demander pardon aux membres du Nili sur leur tombe au cimetière de Zichron Yaakov. Zichron Yaakov, Khader, ils ont aussi habité. C'est très actuel aujourd'hui. Donc, maintenant, il y a les grands acquis, il y a la première Aliyah quand même, il y a la deuxième Aliyah. Après, il y a la guerre. Et après, dans les années 20, David Ben Gurion et Yitzhak Ben Tzvi écrivent ensemble un livre sur l'histoire moderne du peuple juif, qu'est-ce qu'il est advenu des gens dans la première et deuxième Aliyah. Ils parlent de 90% de ces chaloutzim, de ces pionniers qui ont quitté Eretz Israël. Ils n'ont pas pu se maintenir. Ils sont repartis. Ils sont repartis aux États-Unis, en France, en Russie, ailleurs, en Égypte, où que ce soit. Ils sont repartis. On ne peut plus. Dayenu. L'expression peut-être la plus forte du Dayenu. C'est-à-dire, on peut comprendre ce Kim-A de manière théorique et puis on peut le comprendre de manière historique. Kim-A, c'est comme il y a des marées hautes, des marées A, des marées basses, ça afflue, ça reflue, etc., etc. C'est-à-dire il y a des va-et-vient et donc si on juge d'après le mouvement de l'écume, d'après le mouvement de la vague, alors on peut être pris de désespoir, on peut être désemparé. Oi, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais si on voit, on prend une mesure de plus long terme, on voit qu'on avance dans les 15 Dayenu. Petit à petit, on avance dans les 15 Dayenu. Je continue.
On en a parlé début des années 20. On est en pleine troisième Aliyah. Les Juifs, en quantité, veulent affluer de ce qui était la zone de résidence de Russie, qui est aux prises dans la guerre civile avec des massacres monstres de populations juives qui peuvent être mesurées à 200, 250 000, 300 000 victimes juives. Eh bien, qu'est-ce que font les fonctionnaires de l'organisation sioniste? Ils ne peuvent pas le dire à voix haute. Ils le disent aux Britanniques, qui sont la puissance mandataire en Eretz Israël, tout début des années 20. Mettez, s'il vous plaît, des quotas à la Aliyah. Nous, on ne peut pas se permettre de le dire, mais vous dites-le, vous pouvez. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les fonds pour accepter tous ceux qui veulent monter. Dayenu. Arrêtez la Aliyah. Et les premiers quotas de 16 000 par an, eux-mêmes ne sont pas remplis. Il faut savoir, c'est 16 000, ce n'est pas 16 000 personnes, c'est 16 000 familles. Eux-mêmes ne sont pas remplis. Pourquoi? Parce que d'autres juifs, aux États-Unis surtout, ne sont pas prêts à l'époque à ouvrir leur porte-monnaie pour financer. Et c'est ainsi que même en 1927, on en a parlé, il y a plus de Yerida que de Aliyah. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine en Eretz Israël. Il y a des juifs qui disent Dayenu, on ne peut pas, Dayenu, on ne peut pas, c'est fini. Non, Dayenu. Maintenant, on continue. Pour finir, il y a la troisième et la quatrième Aliyah qui multiplie la population juive par 2. Ensuite, il y a la cinquième Aliyah, mais en 1929, 1930, il y a les émeutes arabes, les premières émeutes arabes. Et alors là, on entend celui qui est à la tête de l'organisation sioniste mondiale, Chaim Weizmann, accepter une proposition suicidaire. Il dit, moi, je suis prêt à accepter la parité. Qu'est-ce que c'est la parité? La parité, c'est-à-dire que les Juifs ne deviendront jamais la majorité en Eretz Israël. Et qu'il y aura un parlement qui sera formé 50% juifs, 50% arabes. Sous l'égide de qui? Sous l'égide des Britanniques. C'est-à-dire que toute nouvelle aliyah, tout nouvel acquis, toute nouvelle localité juive dépendra du feu vert des Britanniques et des Arabes. C'est-à-dire renoncer en gros. 1914, il avait dit, comment est-ce que vous voyez le futur État juif? Il a dit, non, moi je le vois plus ou moins comme la principauté de Monaco, mais avec, au lieu du casino, une université. Ça marche? Ça marche. Chaim Weizmann a énormément d'acquis. Mais c'était un élève de Echad Ha'am, qui ne voulait pas de sionisme politique, mais un sionisme culturel, spirituel, un centre académique qui radierait dans toute la diaspora, mais sans gouvernement. Parce que la politique, c'est l'ennemi du spirituel. Alors là encore, c'est un Dayenu. Raboubik, tu n'as pas lu le livre de Herzl, Judenstadt, État juif? Makara lecha. Zéro, comme ça, tu renonces à l'État? Tu es prêt à te contenter de quelques 200 000 juifs en Eretz Israël? Finita la comédia? Attends, mais tu sais qu'on est 18 millions là. On est 18 millions. Qu'est-ce que tu fais avec des 18 millions? Ils seront tributaires de l'accord des Arabes, de Khajamin el-Hussein, pour trouver refuge en Eretz Israël? Makara. Mais c'est encore une fois ce Dayenu. Et c'est un Dayenu qui vient des meilleurs, pas des meilleurs amis, mais des personnes dont la contribution à l'État juif elle est énorme. Elle est incommensurable. Elle est gigantesque. Vous comprenez? Mais
nul d'entre nous n'est à l'abri du Dayenu. C'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas là en train de juger, de faire nous à Chaim Weizmann. Qui je suis à côté de lui? Qui je suis? Je peux ne pas être d'accord avec lui. Je peux ne pas être d'accord avec le Rav Shlomo Riskin, qui est le Rav de mon Yishuv. Très bien. Mais en attendant, c'est lui qui a créé ce Yishuv. Alors, avant d'être pas d'accord, Tagid Toda dit merci pour avoir créé le Yishuv entre Hebron et Jérusalem, un énorme Yishuv avec après, tu ne vas pas être d'accord sur tel ou tel. Même chose avec Chaim Weizmann. C'est-à-dire, mais là aussi, on trouve un Dayen. On trouve un Dayen. Fin des années 40, des années 50. Alors là, je ne vais pas y aller de main morte. Et là, c'est sans le limoutzrout que je vais dire que j'ai dit pour Chaim Weizmann et pour Rav Shlomo Riskin. Vous avez lu le Hiton Haaretz de fin des années 40 et des années 50, ce qu'ils ont écrit sur la Aliyah marocaine et tunisienne. C'est des primitifs, des arriérés. Ils sont inassimilables. Il est interdit de les faire monter. Et si on les fait monter, c'est à petite dose. Mais attends, ils se font massacrer là-bas. C'est dangereux ici. Ils vont transformer l'État juif en n'importe quoi. Écrit par des gens qui deviendront ensuite des historiens, etc., etc. Hiton Haaretz. Hiton Haaretz qui dit plus que Dayenu. Maspik. L'orotzim po. L'orotzim po marocain. Il a dit non, tout au plus des juifs du Atlas. Des juifs du Atlas, on pourra les, comment dire, en faire ce qu'on veut. Vous comprenez quelque chose on ne les a pas écoutés, on sait tous que c'était aussi dans le gouvernement. Réar et Zeiton l'anachim choshvim. Mais c'est un journal pour des gens qui pensent. Mais vous voyez encore des personnes, attends, mais on est moins d'1 million. Laisse tomber qui vient. Mais toi, tu n'as pas besoin de juifs pour te maintenir ici. Non, Dayenu, on a un petit état, une petite chambre, un refuge. Hein? On n'a pas besoin du salon. On peut se débrouiller même sans cuisine. On va acheter dans la Khoumoussia de Damas et compagnie. Vous comprenez? On n'a pas besoin. Bon, des toilettes, tout au plus. Salle de bain, je ne sais pas. Bon, elle peut être publique. Bon, ben, une petite chambre, Dayenu. On ne s'arrête pas là. Et après 67, à plus forte raison. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle marche? Surtout quand elle s'appelle Jérusalem, la vieille ville. Surtout quand elle s'appelle Beitel, Hebron, Ofra, Yericho, Gaza, Sinaï, Golan. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle marche biblique de notre Dayen? Alors là, le Dayen, il prend une autre forme. La nostalgie du petit Israël. La nostalgie de l'Israël Aktana. Aïe, 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 comme c'était bien dans les années 50. Aïe, comment c'était intime dans le début des années 60. On oublie déjà la blague de 66. Bon, le dernier à Ben Gurion, n'oubliez pas d'éteindre la lumière, hein, etc. Avec la Yerida, avec l'inflation, avec le chômage, avec, etc., 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 avec des olim qui cessent d'arriver, avec toute la vallée du Jourdain de Choula qui est bombardée, avec les Fedayoun, toutes ces belles choses, les Fedayoun de Beth She'an qui arrivent de Jordanie. Aujourd'hui, la frontière la plus calme et compagnie. Vous comprenez? Non, c'est la nostalgie de la nostalgie. Et alors là, qu'est-ce que tu fais avec cette nostalgie? Quand tu passes 50 ans à jouer la nostalgie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de deux choses l'une. Soit d'abord, on essaie de revenir à la marche précédente.
On revient. Non, non, non. On doit faire un repli. Bon, alors on quitte le sud Liban. Sud Liban. Top, on quitte le sud Liban et c'est Hezbollah qui arrive. Mazel tov, ahlan wa sahlan. Top. Alors ensuite, ça n'a pas marché là-bas. C'était en mai 2000. Top. Alors on essaye à Gaza. À Gaza, on fait ça de manière, comme d'ailleurs au Liban, on fait ça de manière unilatérale. Yofi, c'est le Hamas qui prend le pouvoir et qui prend le pouvoir, comme on le voit maintenant, pas seulement à Gaza, mais qui sert de sujet d'inspiration pour beaucoup d'Arabes d'Eretz Israël et de l'État d'Israël. Ça ne marche pas. Gaza, ça ne marche pas. Liban Sud, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on essaie? On tente la politique du statu quo. Bon, on ne va pas revenir en bas. On ne va pas monter en haut. On va rester et se consolider sur la marche où on est. On va la renforcer. On va devenir une start-up nation. On va devenir véritablement bâtir une économie invraisemblable avec 51 000 $ de revenus par personne, par habitant, avec des inventions médicales, pharmacologie, militaire, high-tech, tout ce que vous voulez. On va sur le mont du Temple, status quo. Religion, État juif, État démocratique, status quo. Barrière de sécurité, nous sommes ici, status quo. On essaye de fixer les choses, etc., etc. On appelle la politique du status quo. Est-ce que ça marche? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais, et j'ai sauté beaucoup d'exemples. Mais c'est ce dont j'ai parlé maintenant, c'est la nouvelle version du Dayenu, dans le sens de ça suffit, on est arrivé à bon port, il n'y a nulle part où continuer, le sionisme est arrivé à destination. Zéo, Todaraba, on peut descendre du train. Voilà, et on peut se fixer, je ne sais pas, fixer cette réalité. Et là, jusque-là, et dans 2 minutes et demie, je vous passe la parole. Jusque-là, j'ai essayé de schématiser. Pour chaque période et chaque débat en Israël, pratiquement, vous pouvez le comprendre à l'aide de cette grille de lecture d'Ayenu, ou de cette pierre de touche d'Ayenu. Entre ceux, comme le dit un ami à moi, dont je vous conseille de boire le liqueur. Il ne me paye pas pour dire ça. Asher Ben Talil, le liqueur La Vie. Un très bon liqueur, il me dit, moi, je partage les gens entre ceux qui font avancer la Géoula et les sarvanés à Géoula. Et ceux qui refusent la Géoula. Ceux qui essayent, ils n'arrivent pas, et ceux qui essayent de faire reculer la Géoula. Et c'est effectivement ça. Maintenant, pour les gens qui essayent de faire reculer la Géoula, c'est qui les ennemis? C'est qui la menace la plus grande? La menace la plus grande, ce n'est pas l'ennemi qui se dit l'ennemi, mais c'est celui qui te dit Raboubik. Tu as vu la marche? Regarde, il y a là encore une marche à franchir. Tu as vu? C'est cela la plus grande menace. C'est ces personnes-là qui te disent il faut avancer, qui te disent qu'on n'est pas encore arrivé au bon port, qui sont la plus grande menace. Sans cela, tu ne peux pas comprendre que les représentants du présent gouvernement parlent de la menace des mitnachalim. Bien entendu, il y a la menace des mitnachalim. C'est une menace ontologique. C'est ceux qui disent Raverim, la souveraineté, on doit l'étendre. Elle ne doit pas s'arrêter à Kfar Saba et elle doit aller à Alfei Menaché.
elle ne doit pas s'arrêter à Afula, elle doit aller en Samarie, etc. Ceux qui disent ça, eh bien, ils nous disent en gros, mais tu sais, mon ami, tu as tort. On n'est pas encore arrivé à bon port. Le temps de se reposer n'est pas encore là. Il faut continuer, il faut serrer la ceinture. Tu ne peux pas investir tout ton argent dans le nouveau parquet, le nouveau, je ne sais pas moi, un nouveau gazon synthétique pour ton jardin. Donne-le plutôt à ceux qui ont plus besoin, à ceux dont les besoins sont plus pressants. D'ailleurs, c'est aussi pertinent, pas seulement pour les gens qui habitent à Goujdan, mais aussi pour les gens qui habitent dans le Merkaz. Quand je dis Merkaz, c'est à Jérusalem, c'est en Judée, dans l'Eva Haaretz, dans le cœur du pays. C'est aussi pertinent. On n'est pas encore arrivé à bon port. Tous les Juifs ne sont pas encore là. Toute la terre n'est pas encore à nous. Toute la Géoula n'est pas encore accomplie. Alors, quand ceux qui prônent le Dayenu de ça suffit, entendent parler les Dayenu de on n'est pas encore arrivé, alors c'est le danger. C'est eux le danger véritable. C'est le danger de l'intérieur. Les Arabes, c'est le danger de l'extérieur. Peu importe. Les Arabes, au contraire, c'est ceux dont je dois conquérir le cœur pour que le Dayenu, selon ma conception de fatigue, soit assuré. J'ai besoin d'eux pour dire qu'il y a ici la coexistence. Il y a ici l'amour du prochain, peu importe s'il est juif ou s'il est goy ou s'il est peu importe. Et donc, je fais tout pour prouver qu'on est déjà arrivé. Et quand la marche sur laquelle je me trouve, elle s'effrite, eh bien, j'essaye de vite faire en sorte que, je ne sais pas, de mettre un peu de plâtre par-ci, un peu de colle par-là, pour dire qu'elle ne s'effrite pas. Parce que si elle s'effrite, c'est toute ma conception, toute ma vision du monde qui s'effrite. Mais ceux dont vient la menace véritable, c'est ceux qui disent non, tu ne peux pas. Ceux qui, au niveau idéologique, me disent non, tu ne peux pas rester sur cette marche. Il est impossible, tu ne peux pas descendre, tu ne peux pas rester sur cette marche, tu dois continuer à grimper. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut comprendre le Dayenu comme presque ça suffit d'être sur cette marche. Il faut continuer à la marche à la prochaine. Dayenu, zeu, iganu, yatzanu mitzrayim, tov, kadima, שלב הבא. נכנסנו לארץ, יופי, on est entré en Eretz Israël, tov, מצוין, très bien. Prochaine étape. Ah, Jérusalem, acquise, très bien. Prochaine étape, etc., etc., etc. Et voilà. À vous. Dayenu. À vous, mes amis. Vos commentaires, vos idées, vos pensées, vos témoignages, vos questions. Alors, en attendant, je continue parce que là, c'est-à-dire, on voit, c'est, comme le dit encore une fois le Gaon, aujourd'hui, c'est la Shlama, c'est le, comment dire, Ashlama, non? Le fait de compléter, on est en train de la perfection de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'a pas été complète. Pour preuve,
ni les 5 étapes de la Géoula, ni les 15 étapes du Dayen n'ont été accomplies. Pas avec la génération qui est sortie d'Égypte. Et ce n'est pas pour rien qu'entre la 4e et la 5e étape, c'est le Or HaChaim HaKadosh, le Rav Chaim Ben Attar, qui donne ce commentaire. Entre la 4e et 5e étape, la Torah intercale une phrase. Dans les 4 étapes, les premières étapes se suivent. Otseti, Tzalti, Galti, Lakarti, ça se suit. Et puis, avant Veti, avant que je vous ai amené, la Torah intercale un pasouk qui dit Veyadatem ki ani Adonai Elohechem asher otseti etchem mieretz Mitzrayim. Et ensuite, Veveti otrem el haaretz. C'est-à-dire, le 5e verbe, étape de la Géoula, a une condition. Et cette condition, c'est Vayadatem. Yadatem, atem, que vous sachiez. Les 5 léchonot, c'est à la première personne du singulier. Otseti, Itzalti, Gaalti, Lakarti. Et ensuite, Eveti. Mais entre le 4e et le 5e, il y a Veyadatem. 3e du pluriel. À vous de jouer. Vous êtes les partenaires. Qu'est-ce que vous devez savoir? Que c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, pour assumer, pour amener à la réalisation en totalité de la 5e étape, il faut comprendre ce qu'on fait là. Il faut comprendre le sens profond du Dayenu et des 15 étapes. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est le défi d'aujourd'hui. Regarde, première, vous pouvez expliquer pourquoi ce sont les plus dangereux, ceux qui veulent continuer, bien sûr. C'est ceux qui me menacent le plus. Ce n'est pas ceux qui m'attaquent avec les poings, mais c'est ceux qui me disent que je ne suis pas Besséder. Ce qui me met le plus hors de moi, c'est ceux qui me disent « tu es dans le tort ». Ça, tu es dans le tort. Vous comprenez? Pensez chacun à son niveau. C'est ceux qui me disent « tu te trompes ». Tu te trompes sur l'essentiel. Te tromper sur l'essentiel, c'est grave. Tu es arrivé à X, on te dit « tu dois être à Y ». Tu penses que le centre, c'est Tel Aviv. Tu dis non, non, le centre, c'est Jérusalem. Tu penses que Jérusalem, c'est Ar-Chotzvim. Tu dis non, 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 le centre de Jérusalem, ce n'est pas Ar-Chotzvim. Ce n'est même pas Mamila. Oui, merci, j'ai compris. Oui. C'est Aïra Atika. Vous comprenez? Oui. Et donc là, ça me demande de faire une révolution en moi. Changer l'éducation de mes enfants, changer mes vecteurs, ce qui me guide, revoir toutes mes données de base, d'où je viens, où je vais, pourquoi je vais, au nom de qui je vais, qu'est-ce que je viens faire. Tout d'un coup, ça me dit, quand je regarde mon compte en banque, il me dit non, non, regarde bien combien tu as sur ton compte en banque ou bien combien tu n'as pas. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent que tu as ou que tu n'as pas. Où tu vas l'investir. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes heures, qu'est-ce que tu vas faire avec où tu vas orienter tes enfants. Où tu vas orienter tes proches qui sont encore à Montpellier, à Berlin ou à New York. Eliezer.
Brigitte. Shalom. Dans ce que tu dis, c'est évident qu'il y a du vrai dans le Dayenu. Les gens qui veulent rester tranquilles, etc. Peut-être Weizmann, il n'y croyait pas, etc. à ce moment-là. Mais si tu prends l'exemple d'Echad qui était un grand ennemi de Herzl, etc., lui, il voulait, c'est tout simplement une autre conception. C'est pas seulement le Dayenu, c'est vraiment une autre conception. Echad il voulait un centre spirituel. Il voulait pas un État. Mamash, pour eux, comme pour tous ces Boubert et compagnie, l'État, c'était le mal. C'était anti-juif en plus. Un État qui est donc on peut définir comme étant la force institutionnalisée, n'est-ce pas? Eux, ils disaient c'est contre le judaïsme. Nous, on est des gens moraux. Comment utiliser la force? Mais non. Et ce même courant, comme montre Yoram Chazoni très bien, ce même courant qui est arrivé à Oslo, etc., c'est le même courant. Mais c'est une autre manière de voir les choses. C'est pas seulement Dayenu, à mon avis. Si on demandait à Echad Ha'am de commenter ses positions, peut-être effectivement qu'il n'aurait pas employé le terme de Dayenu. Mais, et peut-être c'est un peu forcer les choses que l'habiller de ce Dayenu de telle ou telle conception. Mais quoi qu'il en soit, dans son opposition, on trouve beaucoup de Dayenu. Dayenu aux politiques, Dayenu à la souveraineté, Dayenu à toute une dimension de l'existence qui est propre à toutes les nations de la terre, mais dont il veut que le peuple juif reste une exception. Reste une exception. Donc, pour finir, quoi qu'ils disent, il ne le reformulerait pas comme Dayenu peut-être, mais à un autre niveau, c'est un vrai Dayenu. Il dit non, ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'arrête à l'université hébraïque de Jérusalem? Ça veut dire ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire que lorsque Ben Gurion demande à Magnus, à Hugo Berman, mais attends, pourquoi ça a été toi? Tu as fait ton alia? Ken. Alors pourquoi tu dis maintenant que le pogrom arabe de 1929, c'est à cause de la vague d'Alia des Juifs? Pourquoi tu t'arrêtes là? Pourquoi dire Dayenu? C'est une bonne question. Même question pour Boubert. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que moi, j'ai l'impression que c'est juste les gens qui étaient contre, par exemple, ceux qui ne voulaient pas faire venir les Juifs marocains, les Juifs séparats, ces gens complètement retardés, etc. N'est-ce pas? Parce qu'ils voulaient qu'Israël, qu'en Palestine, on parle allemand, etc., langue de la culture, etc., etc. C'est parce qu'ils étaient contre. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas bouger, c'est qu'ils étaient hostiles. Tu comprends? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Evanti. On peut le voir comme ça parce que c'est une bonne manière de présenter l'histoire. Non, Brigitte. Non, c'est Anita. Dire ça suffit, ça peut dire je suis fatigué, mais ça peut aussi comprendre un élément d'hostilité. Je ne veux pas continuer. Bien sûr, ça aura toujours un truc, une panoplie idéologique. Il faut légitimer ce qu'on dit. Mais lorsque tu creuses, tu vois que ces gens véritablement ne veulent pas de la Géoula. Et ils le disent. Lorsque tu leur poses la question, ils le disent. Non. La galoute, je veux une existence galoutique. Si possible, sans pogrom, mais je veux une existence dont l'essentiel, c'est la galoute. Et en cela, c'est un grand Dayenu. Un grand Dayenu négatif. Un grand Dayenu, Atkan, zéo.
qu'on n'arrive pas en Eretz Israël. Je vous écoute, j'allume juste la lumière. Pourquoi le mot Dayenu n'est mentionné que 14 fois dans la Haggadah et pas 15? Vous m'avez pris au dépourvu. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vous avez raison. Et alors, mais effectivement, il y a 15 étapes, mais je ne vois pas les 15 Dayenu. Merci pour la question. Vous savez pourquoi? Parce que la première étape, on ne dit pas Dayenu. Ilo tziyanu mi Mitzrayim. Regardez, Ilo tziyanu mi Mitzrayim, velo asa bahem shfatim Dayenu. Il n'est pas dit Dayenu au sujet de la Yetziat Mitzrayim atzma. Non, ça non. Ça, c'est interdit. Yetziat Mitzrayim, c'est la base de tous les autres Dayenu. Sans elle, il n'y a pas de début de la Géoula, il n'y a pas de déclenchement de la Géoula. Manien, effectivement, et pour cela, il y a un Dayenu en moins que les étapes. Ce n'est pas le dernier qui manque, ce n'est pas le dernier qui manque et qui est évident puisque c'est le temple. Non, ça c'est écrit. Ilu ichnisanu l'Eretz Israël velo bana lanu et bet habechira Dayenu. Donc, c'est le premier qui n'est pas mentionné. C'est le premier, c'est la source de tout, oui. Mais qui est sous-entendu. Oui, non, il est là. Il est là. Kama ma'alot tovot la makom aleinu, ilu otziyanu mi Mitzrayim. Velo asa ben shfatim dayen. C'est-à-dire, le otziyanu mi Mitzrayim a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est ça aurait suffi. Mais l'étape qui précédait, par exemple, si nous avions donné l'émancipation en Égypte, comme ça s'est passé à Rosh Hashanah, une demi-année avant la sortie, mais ne nous avait pas fait sortir, il n'y a pas de Dayenu à ce sujet. Ken? Ilu otzi otanu mi avdut velo otziyanu mi Mitzrayim Dayenu, ce n'est pas marqué. Vous comprenez, je connais quelques juifs, pas beaucoup, mais je connais quelques juifs qui, s'ils devaient écrire le Dayenu, eh bien, la première étape, il aurait dit Ilu otziyanu mi avdut, si tu nous avais fait sortir en Égypte de l'esclavage, mais ne nous avais pas fait sortir d'Égypte, Dayenu. Mais ce Dayenu n'a pas été inclus dans ce cantique. D'ailleurs, un cantique, un des plus anciens, écrit au temps de la Mishnah encore, au 1er siècle de l'ère vulgaire. C'est mode manien. Avec Toda la question. Merci. C'est ce qui s'est passé à Purim. Ils ont été sauvés, mais ils ne sont pas sortis. Dayenu. Et c'est pour ça qu'avec Purim, comme cette année, pourquoi est-ce que quand il y a 2 Adar, on doit faire Purim à Adar Bet? L'Ismor Géoula, les Géoula. Bien approché pour que les 2 Géoulotes soient prêtes, pour que la Géoula de Purim, qui n'en est pas une Géoula entière, soit rachetée, soit complétée par la Géoula de Pesach, qui, elle, comprend tous les Dayenu et qui donne le sens profond de Purim, comme on le sait. Le but de Mordechai, c'était finalement de réveiller pour monter. On n'est pas monté. Hop. Partie remise. Magnifique, Eliezer. Ouais, c'est kiff, Toda. Encore une question? Voilà, Khaveri. אז חודש טוב, n'oubliez pas le 10 avant le Pessah, le 10 Nissan, c'est le jour de la traversée du Jourdain, mais autre chose,
le jour de la traversée du Jourdain, il y a des autobus qui sont organisés à Qasr el-Yahoud, là-bas près de Jéricho, pour voir cet endroit. Et si on ne se retrouve pas avant, eh bien, je ne me rappelle pas les dates. En attendant, Chodesh Tov, Pesach Kasher Vesameach. Toda Rabba.